Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue, 12h-13h le samedi, c'est votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire. L'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, la nouvelle revue qui parle faits divers, faits de société et true crime. Ensemble, nous allons parler des affaires qui font l'actualité avec Jean-Marie Bordry. Toujours, bonjour ça va, Jean-Marie. Stéphane ? Ça va très bien, et vous-même ? Parfait. Avec nous également Bonjour, Victor Lefebvre, est rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, justement la revue de Max Guys, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Et nous accueillons une toute nouvelle dans l'équipe, Jade Serrano, journaliste spécialisée dans l'investigation. Bonjour Jade, contente de nous rejoindre. Bonjour Stéphane Simon, ravi d'être ici. Parfait. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mort de Thomas à Crépol. C'était il y a 1 an. Et ce week-end, les rassemblements voulus à la mémoire de Thomas ont été d'abord interdits, puis à nouveau autorisés. Bref, beaucoup de confusion. La préfecture de la Drôme a ainsi d'abord interdit une série de manifestations prévues ce week-end, par crainte de troubles importants à l'ordre public. Puis la cour administrative a cassé la décision préfectorale et les manifestations auront finalement lieu aujourd'hui samedi. 1 an après, où en est l'enquête ? Beaucoup de zones d'ombre dans cette enquête et un climat très particulier qui confine parfois à l'omerta, suivant certains. Toutes les vérités ne seraient-elles pas bonnes à dire sur ce sujet ? 1 an après, nous nous dirigerons vers un meurtre non élucidé, point d'interrogation. 1 an que le contexte politique, les tensions révélées par cette affaire ont empêché le travail des enquêteurs. 1 an après, comment vivent aussi les habitants de Crépol, ce village de la Drôme, comment la famille de Thomas survit à ce drame et comment Madame le maire de Romans-sur-Isère, dont les positions avaient été remarquées, analyse-t-elle la situation ? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder durant cette émission, mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Nous sommes le 18 novembre 2023 à Crépol, dans la Drôme. L'information a circulé depuis un bon mois et le bouche à oreille a mis tout le monde en joie. Le petit village de Crépol va réouvrir sa salle des fêtes et accueillir une grande soirée, un bal avec un disque jockey, de quoi boire, manger, s'amuser. Cela devrait être une chouette occasion pour que les garçons et les filles du pays se rencontrent, dansent et pourquoi pas flirtent ensemble. Crépol est une commune rurale de 528 habitants, dominée par une église romane qui a fait l'objet de nombreux travaux de réhabilitation à travers le temps, notamment au XIXe siècle. À cette époque, de jolis vitraux y ont été ajoutés, réalisés par Jean-Pierre Thomas, le fondateur de l'atelier valentinois. Crépol est un village vraiment typique de la Drôme, lové dans la Drôme des collines, comme on l'appelle, au nord du département. Avec son église, bien sûr, mais aussi quelques commerces. Un bar-tabac, une boucherie, une supérette. Le village est entouré de champs de noyers notamment. Un village donc très tranquille, situé à 17 km de Romans-sur-Isère, qui a été longtemps la capitale française de la chaussure, avant que la désindustrialisation ne touche durement les ateliers des fleurons que furent Stéphane Kellian, Manoukian, Jourdan, Perugia ou Clergerie. En voiture, il faut 22 minutes précisément pour relier la grande ville de 30 000 habitants au village de 528 habitants par la départementale 538. À Crépol, les occasions de se réjouir ne sont pas nombreuses et cette fête populaire va en être l'occasion. Ce samedi soir, c'est un bal traditionnel qui attend les Crépolais. Et des bals, il n'y en a pas eu depuis l'épidémie de Covid. 3 ans que l'on ne s'est pas amusé à la salle des fêtes, autant dire une paye. Thomas Perotto fait partie de ces Crépolais qui ont dit qu'ils en seraient. C'est un jeune sans histoire. Un enfant du pays qui a grandi dans la campagne, très investi dans son équipe de rugby. C'est un garçon souriant, au visage encore juvénile. Il n'a que 16 ans, mais déjà un physique plutôt costaud, ce qui lui donne de vraies prédispositions pour jouer dans son club de rugby, le RC Romans Péage. D'ailleurs, il ne fera sans doute pas de vieux os en ce samedi soir, car le lendemain, il dispute un match amical, prévu de longue date. La salle des fêtes est au centre du village. Elle est longue d'une 30aine de mètres, faite de murs en crépi beige clair, un peu abîmés par l'empreinte du temps. Des portes marron tout autour, peu de fenêtres, une salle des fêtes sans après, fonctionnelle, dirait-on.
C'est une fête a priori sans risque qui doit s'y dérouler. Un bal traditionnel que chacun regarde avec un peu d'excitation, rien de plus. Ce soir, 4 vigiles vont assurer la sécurité, surtout pour des questions réglementaires, car on est encore en plein plan Vigipirate. 400 personnes sont attendues pour la soirée. La jauge va finalement monter jusqu'à 450, car tout au long de la soirée, il y a d'autres jeunes qui s'invitent. Ils arrivent par petits groupes en voiture. Des jeunes qui viennent de Romans-sur-Isère, justement. Les Crépolais les reconnaissent car ils fréquentent les mêmes lycées. La fête se déroule bien et finalement, Thomas va rester plus longtemps que prévu, emporté par la bonne ambiance. Pourtant, à l'intérieur de la salle des fêtes, certains jeunes se regardent un peu en chien de faïence. Alors que c'est la soirée des premiers flirts et que la plupart des jeunes entre 15 et 25 ans sont venus bien parfumés, bien habillés, d'aucuns diraient endimanchés, d'autres n'ont pas fait d'efforts vestimentaires. Ils sont en jean, jogging ou basket, ils parlent fort, mais on se tient à des échanges de regards mauvais et chacun reste dans son coin. La soirée doit se terminer à 2 h du matin et jusqu'à 7 h, tout va grosso modo assez bien. Mais lorsque la soirée touche à sa fin, c'est à ce moment-là qu'elle bascule. Il est 2 h. Le DJ diffuse un dernier morceau du rappeur français Jul. Le morceau, et cela a son importance, s'intitule Chiquita, fillette en espagnol. Selon le témoignage d'un des participants, Thomas L., qui partage le même prénom mais aussi la même passion de rugby que Thomas Perotto, passe derrière le dos d'un garçon de Romans-sur-Isère et se met à lui tirer sur sa longue chevelure bouclée. Il lui dirait « Tu as les cheveux longs comme Chiquita », pour reprendre les paroles de la chanson de Jul. De là, les 2 hommes se mettent à s'insulter, puis sortent de la salle pour s'expliquer. L'une des participantes dira aux enquêteurs avoir entendu ce Thomas proclamer « J'ai envie de taper des bougnoules ». Mais d'autres entendent surtout des insultes raciales d'un autre type. « Je vais t'attraper, petit blanc, sale français » et d'autres joyeusetés. Une bagarre générale éclate dans la plus grande confusion entre les jeunes du quartier de la Monnaie et les jeunes rugbymen de Crépol. Des couteaux sont sortis. Mais que font ces jeunes avec des couteaux ? Et la bagarre tourne vite au désavantage des villageois. Les rugbyman n'ont que leurs poings, les Romanais des armes blanches qui coupent et entaillent. C'est alors que le copain de Thomas L., Thomas Perotto, arrive à la rescousse. Comment et pourquoi il se trouve mêlé à la bagarre, il faudra que l'enquête le dise. Mais le voilà bientôt mortellement blessé par 2 coups de couteau au thorax. Qui tenait l'arme ? Quand les premiers sont blessés et le sang jaillit, la soirée tourne à la panique totale, la confusion règne partout, les gens courent dans tous les sens, certains se réfugient dans la salle, d'autres fuient en oubliant leurs affaires. Bref, quand les secours finissent par arriver, le bilan est lourd, très lourd. 1 mort, 14 blessés, dont 3 graves. La rumeur enfle, on parle alors d'une attaque préméditée, un raid organisé par les jeunes du quartier de la Monnaie. Ces jeunes qui viennent de ce quartier sensible, fait de bars et d'immeubles et d'individus mal insérés dans la société, des jeunes connus pour des faits de violence, souvent d'origine immigrée. Une enquête est alors ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Le procureur de la République de Valence va prendre la parole dès le lundi matin. Mais il va écarter la logique du raid prémédité. Les premiers éléments de l'enquête lui font dire que les jeunes du quartier de la Monnaie ne sont pas venus spécialement pour en découdre avec les villageois de Crépol. Pour autant, ils vont devoir rendre des comptes. Les gendarmes du GIGN vont commencer à procéder à des arrestations. D'autres services mettent des jeunes sous surveillance. Ils s'intéressent en particulier à un groupe qui a emprunté le véhicule de la mère d'un des suspects. Ce véhicule va être repéré par les policiers à Toulouse. C'est la BRI qui va alors se lancer à la poursuite de ces jeunes qui sont en train de fuir vers l'Espagne. Quelques heures plus tard, renseignés par la BRI, les gendarmes interpellent 7 suspects. Tous étaient présents à Crépol dans la nuit du samedi au dimanche. Le GIGN interpelle dans la foulée 2 autres individus à Romans-sur-Isère. Ce sont tous des mineurs ou de très jeunes majeurs. Le plus âgé n'a que 22 ans. Ce sont la plupart des petits délinquants connus pour des délits comme des amendes ou des conduites sans permis. Les témoignages faits auprès des enquêteurs désignent bientôt un garçon de 20 ans. Il a les cheveux longs, bruns, comme celui qui aurait porté les coups de couteau contre Thomas Perotto.
À Crépol, pendant ce temps, le lendemain du drame, les habitants traumatisés sont restés chez eux. Personne ne comprend pourquoi autant de violence a été possible dans un si petit village. Le dimanche, personne n'est sorti. Les habitants ont eu peur que la violence se déchaîne à nouveau. 5 jours après les faits, à Romans-sur-Isère, une marche blanche est organisée en souvenir de Thomas. Il n'y a pas de politique à cette marche, à l'exception de la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, et la maire de Crépol, Martine Lagu, mais toutes deux ne portent pas l'écharpe tricolore des élus. Beaucoup d'anonymes et de lycéens se sont rassemblés. Pas de discours, du silence. À l'arrivée au stade de rugby, les jeunes parlent doucement et un lâcher de ballon a lieu. L'émotion l'emporte, la marche aura eu lieu dans le respect et sans débordement. Mais bien vite, ce qui paraît étrange à certains observateurs, c'est le silence de la justice sur le profil des suspects. Un silence que ne supporte pas le journal du dimanche, qui va révéler que les suspects se prénomment Ilyes, Yassir, Matisse, Fessal, Kouider ou encore Yanis et que le suspect principal s'appelle Shahid. Il n'en faut pas plus pour que le procès de l'immigration et de l'ensauvagement de la société soit lancé. À Paris, des politiques voient dans l'affrontement et la mort de Thomas la confrontation entre une France paisible, celle des campagnes, courageuse, et une France délinquante, celle des quartiers. Marine Le Pen parle de milices armées responsables de la mort de Thomas. Éric Zemmour parle de francocide et de djihad du quotidien. La tension politique monte d'un cran. Côté judiciaire, à l'issue de leur garde à vue, le 25 novembre, les 9 suspects sont mis en examen pour meurtre en mode organisé et violence volontaire. Mais le rôle de Shahid n'est pas aussi clair qu'il y paraissait. Sa tenue vestimentaire ne correspondrait pas à la description de l'auteur des coups mortels. Le soir du 25 novembre, soit une semaine après les faits, des dizaines de militants de l'ultra-droite, emmenés par un certain Gros Lardon, se rendent dans le quartier de la Monnaie. Ces 80 militants armés de barres de fer scandent des slogans hostiles à l'immigration. L'un d'entre eux va être molesté par des jeunes du quartier de la Monnaie et puis le groupuscule identitaire va se disperser avec l'arrivée des forces de l'ordre. À Paris, le gouvernement va rapidement utiliser ce défilé pour stigmatiser à son tour l'extrême droite, la récupération politique faisant à son tour de la politique et en profite pour faire peur sur le risque possible de basculement de notre société. Gérald Darmanin sort de ses gonds et demande la dissolution de 4 groupes identitaires. La réponse gouvernementale est forte, rapide. Certains remarquent que la lumière, en revanche, n'est pas au rendez-vous du côté judiciaire. Le calme va finir par revenir dans la Drôme et les langues se nouer désormais. Plus personne ne veut parler. Plus personne ne veut ajouter aux tensions. Entre parler, exprimer sa colère ou se taire, tout le monde semble choisir le silence à présent. Le temps de l'enquête n'est pas pour autant terminé. 4 mois après la mort du jeune Thomas Perotto, nouveau coup de filet le lundi 11 mars 2024 par les gendarmes de la section de recherche de Grenoble avec cette fois l'appui de l'antenne GIGN d'Orange. À l'issue des gardes à vue, la piste de l'expédition pour tuer des Blancs n'est finalement pas retenue par les enquêteurs. Le mobile raciste n'est donc pas établi à ce jour, même si dans des PV d'enquête, il est clair que certains de ces jeunes du quartier de la Monnaie parlent de Blancs. L'enquête n'établit donc pas de mobile raciste à ce stade. Mais la principale zone d'ombre reste l'identité de celui qui aurait porté les coups mortels à Thomas Perotto. 1 an d'enquête n'aura pas établi avec certitude qui est-il. En consultant les procès-verbaux, on sait simplement qu'il s'agit d'un jeune, les cheveux longs, bruns et bouclés. Mais à ce stade, cela peut correspondre à 2 profils distincts, un majeur et un mineur. Le rôle de chacun n'est pas attribué de façon nette et précise. Ce qui rend difficile l'identification du tueur, c'est d'abord une scène de crime piétinée par les protagonistes, des témoignages évolutifs et contradictoires, l'absence de caméras de vidéosurveillance et une bagarre confuse avec une alcoolisation massive. Ils sont désormais 14 suspects à être mis en examen dans l'enquête sur le meurtre de Thomas Perotto. Si tous ces jeunes mineurs ou jeunes majeurs ont reconnu leur présence dans le village la nuit du drame, tous contestent avoir porté des coups de couteau. Et surtout, pas les coups de couteau mortels au jeune rugbyman de 16 ans. Dans un instant, nous revenons sur les circonstances de la mort de Thomas à Crépol. Nous ferons le point de l'enquête et nous nous demanderons si la politique n'a pas nui au travail des enquêteurs. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, avec Jean-Marie Bordry, toujours Stéphane, Victor Lefebvre et la nouvelle Jade Serrano. Bonjour. Bonjour la nouvelle. Aujourd'hui, nous parlons de l'enquête sur la mort de Thomas à Crépol. C'était il y a 1 an et ce week-end, des rassemblements à la mémoire de Thomas ont lieu. 1 an après, où en est l'enquête? Beaucoup de zones d'ombre encore et un climat très particulier qui confine parfois à l'omerta. Nous allons y revenir. Jade Serrano, qu'est-ce qu'il faut comprendre à la décision du préfet de la Drôme qui a voulu d'abord interdire tout rassemblement à la mémoire de Thomas, puis qui a été débouté? Oui, la préfecture de la Drôme a été déboutée hier. En fait, pourquoi il avait interdit ces rassemblements? Il disait qu'il avait peur d'affrontements entre les groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche et qu'on manquait de moyens. Ce à quoi le tribunal administratif a dit non, absolument pas. Nous déployerons les moyens policiers nécessaires. Alors Victor Lefebvre, sur le plan de l'enquête, 1 an après, est-ce qu'on se dirige vers un meurtre non élucidé finalement? Oui, a priori, puisqu'il y a eu donc 350 auditions, des examens médico-légaux, des prélèvements ADN, des exploitations des vidéos de portable et des personnes présentes. On rappelle que 9 individus sont actuellement en détention provisoire, les 5 autres sont placés sous contrôle judiciaire, mais l'auteur des coups n'a toujours pas, des coups de couteau contre Thomas Perotto, n'a toujours pas été identifié à ce stade, malgré donc plus d'une centaine de témoins entendus. Et j'ajoute que là où les armes du crime n'ont pas été retrouvées non plus. Alors, nous sommes en ligne avec Nicolas Boutin, qui est correspondant de Valeurs Actuelles à Toulouse, qui a fait un grand papier récemment, grand article pour reparler 1 an après de la mort de Thomas à Crépol. Vous considérez, Nicolas, qu'on ne dit pas tout dans cette affaire? Vous parlez d'omerta, ce qui est un mot assez fort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Bonjour Stéphane, effectivement en fait c'est une affaire sensible, on l'a vu, vous l'avez même rappelé dans votre excellent récit, à la fois parce qu'il y a un traumatisme béant au sein de dans cette région maintenant autour de Crépol, autour de Romans-sur-Isère, mais parce qu'il y a aussi cet enjeu politique de fracture de la société. Vous savez, un régional de l'étape, Gérard Collomb, disait que il y avait 2 France qui vivaient côte à côte et puis désormais vivent face à face. C'est aujourd'hui ce que l'on connaît à Romans-sur-Isère et aux alentours. On a des témoignages, par exemple dans les écoles, où on fait attention à la composition des classes lors de la rentrée dernière, pour ne pas mélanger. En fait, c'est un séparatisme qui se met en place là-bas. Il faut savoir que tout le monde se connaît. Les lycées sont les mêmes pour les jeunes des quartiers de la Monnaie comme pour les jeunes des villages de Crépol, de Châlons, de Saint-Donat. Tout le monde se connaît dans cette région et il y a un drôle de climat, oui. C'est un drôle de climat qui en plus est entretenu par une certaine terreur, si je puis dire. Le mot était un peu fort, mais en tout cas une pression de la part notamment des avocats de la défense qui scrutent toute sortie sur les réseaux sociaux, toute sortie médiatique de la part des concernés, des victimes ou des témoins qui aimeraient notamment pour pouvoir axer leur défense sur un côté un peu politique. On le sait, il y a cette menace de procès en récupération, notamment qui fait craindre les habitants de sortir du bois, d'autant qu'ils ne sont pas habitués évidemment aux tribunaux et alors, je voudrais qu'on revienne sur l'affaire des prénoms parce que, en fait, on a reproché à la justice de ne pas communiquer sur les prénoms des mises en cause. Ça a, comment dirais-je, entraîné le journal du dimanche à révéler ces prénoms sur l'identité des suspects. Les suspects de Crépol semblent majoritairement issus de l'immigration. Victor Lefebvre, pourquoi des consignes auraient été données? Pourquoi est-ce que le JDD a décidé à l'époque de passer outre? Effectivement, c'est un son de cloche qu'on entend assez souvent quand on discute avec des journalistes spécialisés dans les services police-justice, c'est qu'il y a une certaine difficulté à avoir accès au dossier. Il y a les magistrats qui bloqueraient apparemment le dossier d'instruction pour avoir accès à des informations plus précises. D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on peut poser à Nicolas Boutin, de savoir si effectivement vous avez rencontré des difficultés à obtenir des informations pour avoir accès au dossier sur la mort de Thomas Crépol. Est-ce que il y a une certaine difficulté à ce niveau-là?
Oui, oui, tout à fait. Le dossier est aux mains donc de la section de recherche de Grenoble et il est très difficile à avoir accès. On a pour l'instant les avocats de la famille de Thomas et les avocats de la défense qui ont accès. Il y a un troisième avocat qui va rentrer en jeu, c'est celui de l'association des victimes de Crépol, qui sont donc organisés en association et qui vont se porter partie civile. Notamment, ce sont tous ceux qui étaient témoins, tous ceux qui ont des suivis psychologiques et qui ont été aussi blessés, parce il faut pas oublier qu'il y a 14 blessés Oui. en plus de Thomas qui malheureusement lui ne s'est pas relevé. Et donc le dossier sortira à un moment ou un autre. Et c'est vrai que la justice marche sur des œufs, comme Ouais. je disais avec la question politique, elle a un devoir d'excellence aujourd'hui. Alors dans le dossier qui nous occupe, les prénoms sont le caractère visible d'un lien qui existerait entre immigration, délinquance et criminalité. C'est ça le caractère inflammable du dossier, Jade. C'est le caractère inflammable du dossier parce que c'est le nerf de la guerre des partis d'extrême droite, et à chaque fois qu'il y a des présumés auteurs issus de l'immigration, on nous sort les prénoms, les noms, etc. En tout cas, l'INSEE le dit très clairement, il n'y a aucun lien entre criminalité et immigration. En revanche, il y a un lien entre délinquance et précarité. Alors, dans un instant, on va retrouver deux autres journalistes de la presse quotidienne régionale. On va leur demander un an après comment vivent les habitants du village de Crépol et comment la famille de Thomas survit à ce drame. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui traite des affaires à la une de l'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Borderie. Toujours Stéphane. Victor Lefebvre, Bonjour Stéphane. rédacteur en chef de la revue Affaires Absolument. criminelles, justement, et Jade Serrano qui nous a rejoint. Bonjour Bien. Stéphane. Et alors nous ont rejoint Julien Combel du Dauphiné Libéré et Maxime Raymond de l'Impartial, journal hebdomadaire qui date de 1883, un fleuron de la presse régionale que nous sommes ravis d'accueillir au même titre que Julien Combel du Dauphiné Libéré. Alors, je disais en début d'émission que le préfet avait d'abord voulu interdire les manifestations. La cour administrative a cassé la décision préfectorale. Du coup, les manifestations ont lieu aujourd'hui. Vous êtes tous les deux des observateurs de l'affaire Thomas, du meurtre de Thomas à Crépol. Vous avez compris ce qui se joue dans ces retournements du préfet, de la cour administrative de justice, etc. Vous comprenez ce qui s'est joué, par exemple ? Stéphane, à l'inverse, c'est beaucoup d'incompréhension ici à Romans, hein, très clairement. Effectivement, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu les arrêtés. L'arrêté qui souhaitait interdire donc justement les deux manifestations. D'un côté, un collectif Justice pour les nôtres, plutôt marqué à droite et ultra-droite, et de l'autre côté, la gauche qui avait souhaité aussi se rassembler ce jour. Voilà. Bon, alors vous êtes tous les deux, je le disais, des observateurs assez fidèles de ce qui se passe depuis un an. La presse nationale, en revanche, s'est beaucoup emballée sur cette affaire de Thomas à Crépol. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec les témoignages plus tardifs, on commence à approcher de la vérité sur cette affaire, ou au contraire, la vérité s'éloigne de plus en plus? Selon vous, Julien Combel d'abord, et puis on écoutera Maxime Raymond. Bon, on est à un an, un peu plus d'un an du drame. Ouais. Bon, très clairement, on a quand même l'impression que l'enquête piétine. Vous savez, c'est une scène de crime qui a été quand même vraiment très dégradée du fait du nombre de personnes qui ont piétiné les sols lors de ce drame au bal de Crépol. On a quand même effectivement cette nette impression que, alors oui, l'enquête avance, les avocats le disent. Bon, mais surtout les avocats de la défense, apparemment, qui le disent. Tout à fait. Mais l'auteur ou les auteurs du coup de couteau, qui ont remporté le jeune Thomas, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Alors Maxime Raymond, vous pensez vous aussi que la justice avance bon train, ou au contraire elle est en train de s'embourber dans ce dossier?
Justement, c'est l'impression que ça donne vu de Romans-sur-Isère, c'est qu'on n'arrive toujours pas à savoir clairement si l'auteur ou les auteurs du coup de couteau mortel sur Thomas sont derrière les barreaux. Personne n'arrive à savoir clairement si c'est ces personnes ou pas. Et malheureusement, vu de Romans-sur-Isère, on craint que peut-être que malheureusement on ne connaîtra jamais la vérité de cette histoire. Et ça, c'est le plus terrible. Pour les copains de Thomas, notamment, que je côtoie dans son club de rugby, c'est un sentiment de résignation, de colère, un mélange de tout ça, qui fait qu'ils commencent à craindre que la justice ne sera jamais rendue pour Thomas, en quelque sorte. Ouais. C'est ce que certains disent. Est-ce qu'on sait exactement combien de personnes étaient venues munies d'un couteau et ont pu potentiellement en faire usage lors de cette rixe ? Il pourrait être 2 ou 3 visiblement à avoir fait usage de couteau, mais encore une fois, c'est très compliqué de savoir ce qu'il en est précisément. On sait aussi qu'il y a eu un coup de feu qui a été donné lorsque ces jeunes sont repartis et après donc la rixe. Voilà. Et c'est vrai que on a effectivement, Maxime le soulignait, c'est vrai que, alors il y a les copains de Thomas, mais il y a aussi les parents, ces pauvres parents qui n'avancent pas, on va y revenir si vous le permettez. On va y revenir. On va parler de la famille de Thomas. Je voudrais quand même vous poser une autre question sur le climat général. On a, nous, essayé de recueillir des témoignages pour cette émission. On s'est véritablement heurté à des murs de silence, aussi bien à Crépol qu'à Romans-sur-Isère. À votre avis, pourquoi les habitants sont aujourd'hui si méfiants vis-à-vis des médias? Quand je parle des médias nationaux, je ne parle pas de la position que vous occupez, parce que vous êtes en familiarité avec tous ces habitants, mais à votre avis, pourquoi? Est-ce qu'ils ont eu le sentiment d'être trahis à un moment ou un autre? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, enfin, ils ont. Alors, je sais pas si on peut parler de trahison, mais ce qui est certain, c'est que il faut quand même bien se mettre à la place de ces habitants de Crépol, qui est un petit village du Nord-Drôme, tout petit, qui voilà, où tout le monde se connaît, et voir débarquer effectivement les médias nationaux et internationaux. Faut pas non plus l'oublier. Ce petit village, il est devenu un peu un symbole. Et ça, effectivement, ces habitants ont quand même du mal à le vivre. Ils souhaitent vraiment, ils aspirent à être tranquilles, quoi. Récemment, moi j'avais la maire au bout du fil, la maire de Crépol, qui nous disait mais foutez-nous la paix, enfin, laissez-nous tranquilles. Alors, il y a une stèle qui a été érigée récemment, pour les 1 an, justement, en hommage à Thomas. Mais c'est vrai que ces gens-là souffrent. Leur village, le nom de leur village s'affiche en grand un peu partout dans les médias, et ça, ils le supportent pas bien, très clairement. Jade Serrano, vous vouliez poser une question? Non, je ne veux pas poser une question, je veux juste rajouter quelque chose. Ouais. J'ai eu hier plusieurs Crépolais au téléphone qui m'ont parlé de trac, de sentiments d'harcèlement de la part des médias, et que ça avait ajouté énormément de colère, énormément de pression psychologique au deuil et au drame qu'ils avaient vécu. Alors justement, Maxime Raymond, on voudrait vous entendre sur ce traumatisme qui reste vif dans ce village de la Drôme. Vous le ressentez également? Vous sentez cette défiance vis-à-vis des médias nationaux, et vous sentez que les Crépolais ont de la peine à tourner la page? Tout à fait, oui. De nombreux Crépolais et des gens de Romans-sur-Isère aussi n'hésitent pas à parler de harcèlement de certains médias qui campaient, j'ai envie de dire, jour et nuit, alors que ce soit dans le village ou par exemple, je prends l'exemple devant le lycée où était scolarisé Thomas, où pendant plusieurs jours d'affilée, c'était du grand n'importe quoi. Il y avait toutes les caméras, tous les médias qui étaient devant. Le moindre élève qui sortait était tout de suite interrogé, attrapé. Et certains ont été très choqués de ça. Et certains sont tombés, et certains regrettent d'avoir répondu à ces questions parce qu'ils ont vu ce que ça avait donné derrière. Et ils me disent aujourd'hui, avec le recul, on n'aurait pas dû faire ça. Et ça avait donné quoi pour vous, justement? Le fait qu'ils aient répondu aux questions, quel est le sentiment sur la réception médiatique qui a été faite de ce drame? Et bien justement, ça a été un peu amplifié, comme disait mon confrère Julien. Effectivement, nous, on a été contactés par des médias. New York Times nous a téléphoné. Alors, quand on voit le New York Times qui appelle... C'est l'heure de gloire pour l'Impartial. C'est le moment d'en profiter et de rappeler que ce journal date de 1883. Un fleuron.
tout à fait, ouais, presse hebdomadaire et toujours indépendant. Voilà, qui résiste. Et effectivement, quand on est contacté par tous ces grands médias nationaux, internationaux, on voit l'ampleur que ça a prise. Et puis certains nous parlaient de, alors j'ai plus les termes exacts, mais nous faisaient des amalgames et commençaient à nous parler de l'ensemble d'un quartier, quartier de la Monnaie, en l'occurrence un roman. Et ils nous demandaient comment ça se passe, est-ce que c'est un ghetto. Enfin, certains ont fait des parallèles alors qu'ils n'étaient pas sur le terrain et qu'ils ne connaissent pas justement la réalité de ce quartier et les réalités territoriales, quoi. Alors, moi, je voudrais quand même vous poser comme question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que quand il y a une forme de récupération politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que tout le monde a récupéré politiquement cette affaire, à droite comme chez les macronistes, est-ce que quand il y a une forme de récupération politique, il y a un problème à la manifestation de la vérité? C'est-à-dire, est-ce que la politique, finalement, c'est pas un peu l'ennemi de la justice? Qu'est-ce que vous en pensez, Julien, d'abord, et ensuite Maxime? C'est une bonne question. Je vous remercie. Je vais essayer de vous répondre. Oui, est-ce que la politique, effectivement, on l'a bien ressenti, on l'a bien entendu, on l'a bien vu. Évidemment, nous sur le plan local, c'est vrai que la maire de Romans s'est emparée du sujet avec beaucoup d'énergie quand même. Et c'est vrai que ça a été quand même beaucoup récupéré politiquement, et on est bien d'accord. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Jade, hors antenne, très clairement, on a eu cette impression aussi quand même nous, ce qui nous a choqué, mais c'est même choqué, toute la fachosphère qui s'est quand même emparée du sujet à une rapidité assez incroyable. Ce qui en fait d'ailleurs une affaire très très particulière et qui ne ressemble à aucune autre. Vraiment, vous parliez tout à l'heure des prénoms Shahid, j'ai entendu. Voilà, c'est les prénoms de ces gamins qui ont été très rapidement divulgués sur les réseaux sociaux avec les photos. Il y a eu des plaintes des parents de ces enfants qui disent mais mon fils était même pas là. Voilà, bon. Il y a ça, par contre, c'est assez étonnant. D'accord. Je voudrais entendre Maxime Raymond sur. Est-ce que vous pensez que la récupération politique, quelle qu'elle soit, a entravé le cours de la justice, ou au contraire, elle a mis la pression sur la justice et l'a forcée à avancer? Alors, entravé, je dirais pas ça, mais effectivement, le temps politique n'est pas du tout le temps de la justice. Donc, il y a eu une accélération, un emballement de cette affaire au niveau national, et la justice derrière prend son temps, ce qui est normal, surtout comme on dit tout à l'heure, c'est très très complexe avec tous les témoignages et les différents événements, les différents points de vue, témoignages. Mais oui, quand il y a récupération politique, il y a eu en quelque sorte un emballement, et c'est vrai que je me rappelle les tout premiers jours de l'enquête, Julien, je crois que tu pourras me confirmer aussi, le procureur de Valence avait communiqué, et c'était un peu avancé, tombant un petit peu dans ce piège-là, et après rétropédalant quelque chose, tout calmant un peu les choses, voyant la proportion que ça avait prise. Voilà. Alors, dans un instant, on va continuer de parler de l'affaire de Crépol. On va essayer d'en savoir plus aussi sur ce que sont devenus les parents de Thomas et comment le village de Crépol espère retrouver un peu de sérénité. Je vous propose dans un instant de nous retrouver sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, la revue du Max Kaiz, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Nous sommes avec Jean-Marie Bordry, toujours Victor Stéphane, Lefebvre et Jade Serrano. Encore là. Voilà, autour de la table. Et toujours en compagnie de Julien Combel du Dauphiné Libéré et de Maxime Raymond, l'impartial journal de Dromois depuis 1883. Nous parlons de l'enquête sur la mort de Thomas à Crépol. C'était il y a 1 an, et ce week-end, les rassemblements voulus à la mémoire de Thomas ont d'abord été interdits puis autorisés. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette affaire, car il demeure beaucoup de zones d'ombre dans l'enquête sur le meurtrier de Thomas. Et puis, il y a sur place un climat très particulier dont on parle ce matin, un véritable omerta, diront certains. Alors, le calme, néanmoins, est en apparence revenu à Crépol. Est-ce que c'est un calme en apparence ou une apparence de calme? Je pose la question à Julien Combel du Dauphiné Libéré. C'est une apparence, hein, très clairement, puisque
alors qu'une stèle était érigée à la mémoire de Thomas, l'attention a été ravivée avec un nouveau drame, oui. Avec la mort de Nicolas, qui jouait dans le même club que Thomas. Le rugby club romanais péageois. On peut rappeler ce qui s'est passé. Oui, voilà, ça s'est passé il y a plusieurs semaines. À la sortie d'une discothèque près de Valence, un membre de ce club, un joueur, a été tué d'une balle. Et il était membre de ce même club. Ouais, voilà. Et évidemment, donc, deuxième drame pour le rugby club Romans Péage. Allez-y. Voilà, et évidemment, ça a replongé les Romanais, les habitants de Crépol, dans un espèce de drame. Ouais, exactement. On peut d'ailleurs avoir un mot, si vous le permettez, puisqu'on est sur Sud Radio, la radio du rugby, pour ce club, parce qu'on a eu beaucoup de fois, depuis un an, les membres de la direction de ce club qui sont toujours aussi frappés, notamment les deux coprésidents, et qui expliquaient aussi que ça faisait un moment en fait que ce club, ils s'engageait aussi pour le vivre ensemble, qu'ils faisaient des actions contre les discriminations, qu'ils essayaient de recruter des mômes aussi des quartiers où le foot est parfois plus pratiqué que le rugby, et c'était important de le rappeler. Ils se sont fait frapper à nouveau un an après, de la manière la plus cruelle qui soit. Et c'est aussi un marqueur probablement de la hausse, en tout cas de l'insécurité, mais au moins du narcotrafic aussi pour ce qui concerne la fusillade. Alors, je voudrais qu'on parle de Thomas. Il a été enterré au cimetière du village de Crépol. Je voudrais vous demander, peut-être cette fois Maxime Raymond, est-ce que les Crépolais se recueillent souvent devant cette tombe où il figure une réplique d'un ballon ovale, et que devient la famille de Thomas, Maxime Raymond? Alors, si Maxime Raymond n'est plus... La famille de Thomas, forcément... Elle est... Oui, pardon, excusez-nous, on a eu un petit décrochage. Allô? Oui? D'accord. Ouais. La famille de Thomas, forcément, elle est toujours très marquée, hein, évidemment. C'est le fait de ne pas réussir à avoir cette vérité, c'est très compliqué pour elle. Il y a beaucoup de coéquipiers de Thomas, effectivement, des membres du club qui viennent se recueillir assez régulièrement. Et là, on a franchi cette date symbolique des 1 an, qui font que, effectivement, ça a ravivé de nombreux tristes souvenirs. D'autant qu'on parlait de ce nouveau drame qui a touché le club du rugby club romanais péageois il y a 1 mois. Et ben, certains joueurs de ce club qui étaient déjà présents au bal de Crépol et témoins ou victimes de ce dramatique incident étaient également présents pour la mort de Nicolas et ont assisté à la scène. Donc pour certains, c'est double peine, et ça a ravivé forcément des souvenirs à ceux qui étaient à Crépol. Voilà. Donc bon. Effectivement, c'est très compliqué pour tout le monde. Julien Combel, j'ai lu que les parents de Thomas avaient ouvert un restaurant à côté du palais du facteur Cheval. C'est vrai, ça ? Ouais, alors oui. Alors moi, je voulais pas forcément donner l'endroit. Il n'y a pas non plus à le cacher. Non, il n'y a pas non plus à le cacher. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et puis en plus, le palais idéal du facteur Cheval, c'est un monument national. Ouais. Oui, mais qui est très visité. Hein, et du coup, mais je vous expliquerai aussi. J'ouvrirai une petite parenthèse tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure à Jade, mais je vais le dire maintenant. Tiens, voilà. Donc ses parents, effectivement, sont restaurateurs. Ils n'ont pas ouvert un restaurant récemment. Hein. Ils ont un restaurant depuis pas mal d'années. Et effectivement, sur la petite allée qui nous mène à ce magnifique palais idéal du facteur Cheval, ils essayent de reprendre une vie, le cours de leur vie, une vie normale, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux, très clairement, de se reconstruire. Ils ont régulièrement le prénom ou la photo de leur enfant qui se balade un peu partout. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, comme aujourd'hui. Donc c'est très compliqué pour eux d'avancer. Mais ils le font quand même avec un certain courage. Mais c'est des gens qui ont souhaité d'ailleurs, n'ont pas souhaité prendre la parole dans les médias. Ils l'ont jamais fait. Je pense qu'ils le feront jamais. Ils sont marqués à tout jamais. À vie. Nous avons essayé d'inviter Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, et elle nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer. On se souvient pourtant de ses prises de position assez courageuses il y a 1 an. Est-ce qu'elle regrette ses propos? Est-ce qu'elle a peur de stigmatiser les habitants du quartier de la Monnaie à présent? À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exprime plus alors qu'elle l'a fait au moment du drame? Je vous pose la question, Julien, puis on entendra après Maxime.
Elle s'exprime plus, elle s'est quand même exprimée. Alors, on va revenir sur Nicolas, mais elle s'est exprimée à ce moment-là encore. On a face à nous une mère quand même très affectée par la situation. Effectivement, elle a pris un peu de recul mais elle reste en contact quand même avec la famille de Thomas assez régulièrement. En tout cas, c'est ce qu'elle nous rapporte. Mais c'est vrai quand même que c'est une mère, c'est une élue qui est aujourd'hui quand même. Voilà, qui ne comprend pas comment le sort a pu s'acharner une seconde fois sur sa ville, parce que même si on parle de Thomas à Crépol, Thomas joue au rugby à Romans et était scolarisé à Romans. Voilà, donc non, on a Maxime quand même, Raymond, Maxime Raymond, vous voulez ajouter quelque chose sur le Marie-Hélène Toraval? Pourquoi elle parle moins, en tout cas dans les médias? Allô? Non, c'est à peu près ce qu'a dit Julien, c'est qu'elle a beaucoup parlé, et l'histoire de Nicolas a rajouté de la tristesse, de la colère, et malheureusement, comme on disait, vu qu'il n'y a pas d'avancée pour l'instant, c'est difficile de continuer à se prononcer, quoi. D'accord. Entendu. Victor Lefebvre, le procès du meurtrier de Thomas est d'ores et déjà très attendu, mais est-ce qu'on sait s'il va avoir lieu et quand il va avoir lieu? Alors il aura lieu, c'est certain. On n'a pas du tout de date pour l'instant puisque les investigations sont toujours en cours, l'enquête suit son cours. On peut supposer que ça prendra un certain temps avant d'avoir une date précise du procès du meurtre de Thomas à Perotto. D'accord. Je voudrais demander à nos amis quelles sont les attentes des uns et des autres vis-à-vis de la justice aujourd'hui. Julien Combel. Elles sont immenses, j'imagine. Bah évidemment, il y a une association qui s'est montée, l'association des victimes du bal de Crépol, qui a fait des demandes de subventions qu'elle a obtenues pour pouvoir faire face à des frais d'avocat, évidemment, de justice. Oui, c'est la région d'ailleurs qui a soutenu cette initiative. Pas que, mais oui, la région, vous avez raison, tout à fait, à hauteur quand même. On est 40 000 euros, je crois. 40 000 euros. Et il y avait aussi une subvention de la région à Remède, l'association Remède qui a pris en charge les gens évidemment en détresse psychologique, quoi. Et il y en a encore beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Bon. On souhaite beaucoup de courage à toutes ces victimes, évidemment. D'autant plus que le sujet deviendra d'ampleur nationale, puisqu'à un moment le procès aura lieu. Et si on a du mal à déterminer avec certitude qui a pu porter le coup fatal, il y a quand même des chances que l'assassin ne soit pas condamné. Oui, parce que le doute profite toujours à l'accusé. Le doute profitera à l'accusé, et à partir de là, le scandale reviendra. Et malheureusement pour les Crépolais, je crains pour eux qu'ils voient revenir des journalistes du New York Times ou des chaînes d'infos en continu chez eux. Alors, on pourrait aussi peut-être condamner plusieurs personnes, comme ça avait pu l'être pour Sofiane, l'affaire Sofiane à Grenoble. Excusez-moi, mais j'ai plus le prénom. C'est pas grave. Non, mais on a bien compris. Alors, on compte sur vous pour nous tenir évidemment informés s'il y avait des débordements dans les manifestations qui vont avoir lieu cet après-midi à Romans-sur-Isère et à Crépol en mémoire de Thomas, des manifestations d'hommage, évidemment. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été avec nous, tous les trois autour de la table d'avoir été avec moi. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou sur sudradio.fr. La semaine prochaine, on se retrouvera à la même heure pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Tout de suite, Alain Marty nous emmène sur les routes de France, sur les routes des vins de France même. C'est meilleur encore, avec modération. On va parler bulles, champagne et étoiles. Tiens, vous voyez. Tiens, les fêtes juste approchent. Après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.